Je m'appelle Gilles Fressigné et je suis directeur du développement numérique d'Arte France. On espère toujours être dans le début de quelque chose parce qu'on innove régulièrement et donc on pense que les nouvelles technologies vont apporter des nouveaux moyens de création. Donc on se dit toujours qu'on est au début de quelque chose. On a atteint des niveaux de maturité aussi plus importants. Et ce qui est intéressant évidemment aujourd'hui, c'est que l'enjeu du numérique, au-delà je pense, de bonnes intentions, c'est devenu un enjeu très concret, au moins pour les services publics. Voilà, je dirais une phase de structuration, de maturation, mais l'envie, peut-être personnelle, ou en tout cas, c'est une façon de voir les choses, mais d'être encore toujours à un début de quelque chose qui va nous surprendre. Peut-être Notes on Blindness qui peut paraître une évidence, mais ça marque quand même le début de quelque chose à différents égards. Sur la capacité à utiliser une nouvelle technologie, la réalité virtuelle, pour raconter une histoire de façon très forte et très pertinente sur cette technologie. Le fait aussi d'avoir un moment où justement on arrive peut-être à créer des narrations ou à évoquer des sujets, des histoires, aussi bien à l'antenne, puisqu'il y a un documentaire antenne de Notes on Blindness qui est intéressant et une expérience en réalité virtuelle qui est intéressante aussi. Donc c'est voilà, notre capacité à trouver, nous, en tout cas Arte, la façon de faire résonner un sujet, le point de vue d'auteur, sur les écrans différents, qu'ils soient anciens, nouveaux, à venir, tout en collant au code de ces différents écrans et en ne trahissant pas le point de vue de l'auteur et son envie à la fois éditoriale, esthétique et peut-être même en la décuplant parce que cette techno, ou en tout cas ces technologies-là, permettent de raconter différemment une histoire avec différents versants. Je trouve que Assassin's Creed est intéressant, notamment pour sa matière, la qualité de sa documentation. Il permet aussi de se replonger dans des périodes historiques assez charnières, évidemment, mais avec un travail sur la qualité de documentation assez pointue et qui n'enlève rien à la qualité de jeu. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le jeu vidéo aujourd'hui. C'est un peu pour ça aussi qu'on essaie de se frotter à cet univers-là, c'est qu'on peut aussi, à travers cette œuvre qu'est le jeu vidéo, apporter un point de vue, apporter une matière culturelle, apporter un regard d'un auteur à un public qui va trouver ça logique de le faire à travers un jeu vidéo, de la même façon qu'on peut le faire à un public qui va trouver ça logique de l'avoir via un documentaire de 52 minutes. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt un bel exemple. Sur le téléphone, c'est presque une lutte, hein, parce qu'on voit le renouveau du podcast, on se dit qu'il y a trop d'images partout, est-ce qu'on a besoin de déconnecter des écrans et du coup d'avoir uniquement que du son. Donc je pense qu'il y a un nœud évidemment sur le téléphone qui est intéressant aujourd'hui. Peut-être on s'est dit à un moment qu'il y a une saturation d'images. Je pense pas. Moi je pense qu'il y aura toujours plus d'images partout. Toujours plus d'immersion aussi. On le voit bien dans les lieux physiques, voilà, il y a des images partout. Regardez sur les devantures de tous les magasins aujourd'hui, il n'y a pas des affiches papier, il y a des écrans avec des images qui bougent que l'on peut retrouver de façon quasi similaire sur son téléphone portable parce que les écrans ne sont pas tournés en horizontal mais ils sont tournés en vertical, donc la vidéo verticale. Dans les lieux physiques, c'est un enjeu assez fort de voir comment on est présent et comment les images sont projeté en fait aux personnes présentes dans ces lieux-là. Évidemment, la French Touch existe, Arte en fait partie de cette spécificité-là. L'écosystème qui est mis en place par la régulation, le système en fait économique tel qu'il est régulé dans l'audiovisuel français fait qu'il y a la capacité pour des créateurs de prendre des risques sur des projets en étant soutenus financièrement, éditorialement, en accompagnement par des structures publiques. Évidemment, tout ce qui est constitué autour du CNC, de la capacité à redistribuer du financement à de la production indépendante, le fait que les médias publics aient comme mission de soutenir la création indépendante et donc ça fait partie de leur vocation, de leur budget que de soutenir des productions indépendantes, a pour effet justement de créer un écosystème
plutôt vertueux de capacité à prendre des risques du point de vue des producteurs pour préfinancer des projets. Et c'est pour ça qu'on voit émerger des productions françaises à l'international, différentes et de façon solide aussi. Pas uniquement épisodique avec des effets peut-être de mode, mais il y a vraiment une structure de fond qui permet de prendre ces risques-là et donc de faire émerger cette créativité. Étant une chaîne de télé, on a la capacité, même l'habitude de structurer pour permettre au programme d'avoir des vies diverses et variées. C'est à peu près le même modèle qu'en télévision, donc des coproductions avec d'autres pays, on bloque la diffusion dans certains pays pour permettre des exploitations diverses. Sur des projets plus techniquement aboutis ou complexes comme la réalité virtuelle, pendant longtemps ça a été compliqué parce que ça s'est structuré finalement assez vite, mais voilà, quand on mettait Notes on Blindness en ligne, c'était dans le monde entier, donc on ne pouvait pas trouver un modèle économique de financement par différents pays. Aujourd'hui, c'est possible de zoner, enfin en tout cas de géobloquer les programmes, donc ça permet finalement à un écosystème de se développer. Sur le jeu vidéo, c'est encore un peu différent, puisque là, on est sur vraiment un marché international qui est plus grand public. Nous, la question, c'est plus pour le jeu vidéo indépendant et pas forcément les blockbusters. Et je pense comme il y a un vrai usage conséquent, ça rend le marché vraiment très large et très international. Donc oui, il y a un marché international sur certains types de productions. D'autres sont plus complexes à financer parce que complexes techniquement, peut-être parce que difficiles à trouver différentes zones. Et puis le revers de la médaille de la spécificité française, de cet écosystème qui permet de proposer de la création originale et très ambitieuse, c'est le fait que dans d'autres pays, ces écosystèmes ne sont pas toujours présents, donc ça se développe, on le voit, que ce soit évidemment en Europe, on le sait, mais en Amérique du Sud aussi, dans des pays qu'on n'imagine pas aujourd'hui, on voit qu'on commence à avoir des coproductions avec certains pays qui mettent en place ce mécanisme-là pour justement aider la production locale et mettre en œuvre une sorte de diversité culturelle et de points de vue différents dans différentes zones du monde. Cet écosystème français a été pensé quand même, et c'est des débats qui ont lieu évidemment régulièrement et aujourd'hui fortement, a été imaginé dans un monde de l'analogique. Et cette régulation, ce système-là qui est pensé dans un écosystème national, qui fonctionne quand on est dans un écosystème national, qui met à contribution les acteurs nationaux, forcément il doit être imaginé dans un écosystème international avec tous les acteurs du numérique, qu'ils soient nord-américains ou d'ailleurs, mais en tout cas qui permettent à cette création numérique de se développer en faisant en sorte que tout le monde participe à cette diversité de la création. Les acteurs qui utilisent la création audiovisuelle, la création numérique sur leur plateforme, sur leurs réseaux, sur leurs interfaces, doivent logiquement faire en sorte que cette création soit possible, soit diverse, soit multiple et donc intégrer ce mécanisme-là. Un conseil à un jeune auteur de trouver un bon producteur déjà. Et après, de ne pas se focaliser sur la technologie, mais de se focaliser d'abord sur son histoire, ce qu'il a raconté. Et après, la forme arrivera facilement, naturellement. Faire le chemin inverse, de dire je veux absolument faire un projet en réalité augmentée sur Magic Leap, c'est peut-être ne pas avoir trop d'idées de ce que l'on veut raconter d'abord. Donc évidemment, le cheminement, il doit être en tant qu'auteur, il doit être toujours de j'ai quelque chose à raconter, voilà comment j'ai envie de le raconter, et ensuite la technologie arrivera naturellement, et c'est parfois pas celle à laquelle on avait pensé au début. Le futur du son, Arte l'a pensé depuis très longtemps déjà avec Arte Radio. Et en fait, via l'expérience, c'est vrai que l'équipe d'Arte a quand même saisi sur le son en fait, la capacité à raconter des histoires très intimes. Les enceintes connectées se développent, de plus en plus de personnes en ont. Quels seront les vrais usages à terme, je ne sais pas. Moi, je pense beaucoup encore que la vidéo, l'image
a vraiment de beaux jours devant lui, mais à des moments d'utilisation différents, évidemment, pour ceux qui prennent les transports, pour ceux qui ont des déplacements importants en voiture, le son est important. Il y a des études assez scientifiques qui montrent que plutôt que de réduire le temps passé à regarder des images, que ce soit passé sur Internet, sur la télévision, la tendance aujourd'hui, elle est plus à moins dormir pour faire plus de choses que de réduire ton temps passé sur des écrans. Bon, l'immersion, c'est un peu un cliché, mais je pense qu'il y a une tendance, voilà, depuis que le cinéma existe, à vouloir toujours plus nous mettre dans l'image, prendre part à la narration. Alors, prendre part à la narration, c'est toujours compliqué. À quel point l'utilisateur, le public, peut lui-même apporter quelque chose à l'histoire s'il participe, ou alors au contraire on préfère se laisser porter par un point de vue d'auteur. Voilà. Il y a eu un moment où on s'est dit si on laisse la main à l'utilisateur en lui proposant plein d'alternatives, il va être très content parce qu'il va pouvoir se raconter sa propre histoire et la personnaliser de façon très forte. C'est aussi une façon de rompre la narration que de proposer à l'internaute de faire des choix, et donc ça peut faire sortir aussi de l'histoire. Donc il faut l'utiliser quand même de façon très mesurée et très consciente de ce que ça peut aussi avoir comme effet. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est vidéo mapping. On voit que ça se démocratise beaucoup dans des lieux. Alors c'est beaucoup d'installations visuelles éphémères, très artistiques et pas du mass média. Mais ça crée forcément des liens avec des créateurs, ensuite des auteurs qui vont se réapproprier ces techniques, les frontières sont de plus en plus poreuses. Alors parfois c'est réussi, parfois c'est raté, mais il y a voilà, cette envie de plonger les publics dans des univers, la bonne idée d'abord, qui colle au bon usage, plutôt que d'essayer de trouver tout de suite, de penser d'abord à une techno, alors il faut le faire en VR parce que c'est la VR. Non, c'est d'abord la bonne idée qui va capter l'attention du public et lui permettre de plonger dans un univers qui l'intéresse, original, qui lui fait découvrir autre chose, qui lui apprend des différentes choses.